Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, déjà merci de l'invitation. Alors, j'ai répondu à l'invitation donc de mon collègue François-Marie en ayant pleinement conscience des questions que soulève le cadre de ce colloque. Une chaire financée par une entreprise pétrolière, des interrogations sur l'indépendance et l'impartialité de la réflexion sur la géoingénierie, on en a parlé aujourd'hui, un sujet considéré par beaucoup comme poussé par des intérêts particuliers, précisément par des entreprises qui auraient intérêt à faire perdurer un modèle de société fondé sur les énergies fossiles. Donc j'ai bien conscience que ça ne va pas de soi, et j'ai moi-même réfléchi à est-ce que je réponds à l'invitation. Je vais y revenir. Alors, tout ceci pose des questions éthiques cruciales, on l'a vu, notamment sur l'indépendance de la recherche. Et ce n'est pas un hasard si le comité d'éthique du CNRS, auquel j'appartiens, on a le plaisir d'avoir sa présidente Christine Noisville ici aussi, se sont récemment autosaisis. Alors, j'ai néanmoins accepté d'intervenir. L'intervenante pressentie en décliné pour ne pas se compromettre, selon ces termes, je reprends ces termes, plutôt que le boycott, que je respecte et que j'ai parfois moi-même pratiqué dans ces cas de figure, il me semble important que les chercheurs s'expriment sur ces enjeux et notamment sur ceux qui nous réunissent aujourd'hui autour de la géoingénierie. On a vu que ces dimensions éthiques étaient prégnantes, présentes à tous les niveaux. Alors, je le fais à titre personnel. On parlait tout à l'heure de dire d'où l'on parle, c'est important, effectivement. En toute indépendance et transparence, partageant ma perspective de chercheur en sciences du climat, mais ne travaillant pas sur la géoingénierie, ce n'est pas mon domaine de recherche, et celle, bien sûr, de membre du comité d'éthique du CNRS, qui prépare là aussi un avis sur la question. Alors, je le fais aussi en toute humilité, légèrement inquiet, je dois l'avouer, à l'idée que mes propos puissent être instrumentalisés. Je sais que nous sommes enregistrés, que quelque part, il y aura sur un site ce programme vous est proposé par Total, mais j'assume. La perspective que j'ai choisie pour cette intervention embrasse les questions éthiques qui se posent à la recherche publique, on en a déjà un petit peu parlé, mais qui sont, à mon point de vue, de trois ordres. Alors, oui, je vais arriver à cela. D'une part, les mots et les concepts proposés par les scientifiques et les récits qu'ils portent. Un point important qui sous-tend partiellement l'engouement actuel pour la géoingénierie. Et on voit bien ce débat sur les termes, et je vais y revenir. D'autre part, le rôle des acteurs privés dans la recherche publique, ça a été mentionné aussi. Et enfin, la question difficile de savoir s'il faut faire de la recherche en géoingénierie ou s'il faut s'en abstenir, question, comme on l'a vu, qui divise les scientifiques. Alors, ce ne sont pas souvent, en tout cas dans les sphères en dehors de la communauté scientifique, les questions, ces interrogations éthiques-là qui viennent généralement immédiatement à l'esprit. Quand on parle de géoingénierie, on mentionne plutôt les questions suivantes, donc juste quelques-unes, hein, mais qui ont été déjà mentionnées aujourd'hui. Voilà, quel est le risque d'exposer les populations et l'environnement, les écosystèmes, les sociétés à une technologie potentiellement dangereuse? Qui a accès à la décision et au réglage du thermostat? Ceux qui entendent bénéficier des changements du cycle hydrologique qui pourraient être générés par cette action? Quelle responsabilité de ces derniers vis-à-vis de ceux qui pourraient en subir les effets néfastes ou qui ne seront pas autour de la table pour décider? Quelle responsabilité vis-à-vis des générations futures? On en a aussi parlé. Quelle gouvernance internationale? Quelles considérations pour la justice sociale? Quels enjeux juridiques aussi? On en a parlé aujourd'hui. Si par exemple la géoingénierie entraîne plus d'inégalités environnementales dans certains cas. L'aléa moral, qui a été mentionné plusieurs fois, avec le risque de détourner l'attention des stratégies d'atténuation, mais aussi d'adaptation politiquement réalisables, techniquement viables et économiquement rationnelles, qui existent déjà, et donc du coup de générer une compétition de l'attention, du financement, de la recherche, de l'engagement politique. Avec aussi le risque de tomber dans un biais d'action unique et simpliste face à la complexité des enjeux environnementaux, ça a été mentionné aussi aujourd'hui. Ensuite, qui porte le risque de pente glissante ou de ce que les économistes appellent la dépendance au sentier, le risque de choc ou de soubresauts terminaux, si on ne parle pas de choc, hein, j'entendais tout à l'heure un mot intéressant. Les États
ou les entreprises qui auront décidé unilatéralement ou non de mener ces actions, les compagnies d'assurance, ce sont des questions aussi qui se posent. Aussi dire que s'il y a des enjeux spécifiques au SRM ou au MRS, c'est ça en français, management du rayonnement solaire, oui c'est ça, une part de ces questions éthiques est partagée par les autres formes des géo-ingénieries. Donc on voit bien qu'il y a toute une gradation, et suivant les questions, certains vont pouvoir s'exonérer de la question éthique, mais je pense que pour la plupart de ces questions, ça concerne vraiment l'ensemble des domaines. Alors toutes ces questions sont cruciales, hein, chacun s'accorde à la fois à dire qu'il faut y répondre collectivement et à considérer qu'elles posent des problèmes épineux, notamment faute de système de gouvernance au niveau mondial, ça a été mentionné par Samantha Besson, et aussi par l'intervenant précédent. Il n'y a pas de règles de droit partagées au plan mondial, et la crise actuelle du système multilatéral interroge très clairement. Mais je parle ici en tant que chercheur, et il me semble intéressant d'aborder les trois autres questions éthiques concrètes que j'ai évoquées tout à l'heure, et donc qui structureront le reste de ma présentation. Elles se posent de façon aiguë au sein de ma communauté de chercheurs, au CNRS, où la question de la responsabilité du secteur de la recherche a été vivement discutée ces derniers temps, dans très nombreux exemples, hein, je ne vais pas les lister ici, ce qui nous a conduit au comité d'éthique à travailler dessus. Alors, premier questionnement éthique, les mots, les concepts, les récits. Ceux qui sont choisis par les scientifiques, ceux-là même qui poussent à l'action urgente face aux défis climatiques, il est important d'avoir conscience que ces mots choisis portent un engagement basé sur des visions du monde, sur des valeurs, et donc sont loin d'être neutres. Mais souvent, les scientifiques sont neutres, ils le savent, mais non, c'est une illusion. Et on l'a vu au cours de cette journée, le terme même de géo-ingénierie voit différentes dénominations apparaître. On parle d'intervention climatique, pouvant donner la fausse impression d'un sentiment de contrôle, comme une intervention chirurgicale, qui a certes des risques, mais qu'on sait maîtriser. D'autres termes sont mobilisés, par exemple pour limiter des risques de dépassement. Hein, il y a cette fameuse Climate Overshoot Commission, ou la mobilisation d'un narratif aux tonalités inquiétantes, voire anxiogènes. Les points de bascule, qui sont utilisés comme justification, nous allons attendre des points de bascule, donc vite, il faut faire de la géo-ingénierie. Or, la notion de point de bascule global du climat ne fait pas l'objet d'un consensus scientifique. On ne sait même pas s'il en existe. C'est une question intéressante, nous travaillons dessus. Mais d'autres questions aussi, aller dans le mur, être au bord du gouffre, hein, on l'a entendu tout à l'heure. D'autres acteurs vont aussi parler de manipulation du climat, d'apprentis sorciers, de science-fiction, et les scientifiques, bien sûr, n'ayant pas le monopole de l'invention des récits, très clairement. Mais, en tout cas, les scientifiques doivent se poser la question des mots, des notions qu'ils utilisent. Alors, pour illustrer ce pouvoir des récits autour de la géo-ingénierie, nous pouvons mobiliser des mythes. Et en fait, face à la crise climatique, se poser la question des récits et des valeurs, puisque valeurs il y a. Donc on peut mobiliser plusieurs types de mythes. D'abord, il y a le paradis perdu. Il s'agit du passé. C'était mieux avant. On va restaurer, réparer. Revenons à la nature telle qu'elle était avant que l'homme ne la perturbe. C'est une entrée possible. La deuxième, bien sûr, c'est l'apocalypse, la collapsologie, la fin du monde, l'horloge des atomiciens. Ce film-là, on voit une comète qui nous arrive dessus, c'est la fin du monde. Un troisième mythe qu'on peut mobiliser, c'est la célébration du jubilé. Donc, peut-être certains d'entre vous savent que dans l'Ancien Testament, le jubilé, c'est tous les 50 ans. On redistribuait de façon égale les terres entre les seigneurs qui s'étaient tout accaparés et les esclaves, de façon égalitaire. Donc, c'est l'instinct de justice. C'est comment, voilà, la justice sociale, la justice environnementale. Et puis, le quatrième mythe qu'on peut, c'est bien sûr la construction de Babel, le désert de contrôle. Écoutez, l'humanité est tellement inventive, a mis au point des technologies, a résolu tellement de problèmes, on va trouver une solution technologique à ce problème. Alors, évidemment, toutes ces... Alors, je ne suis pas en train de dire qu'une vision est bonne ou mal, c'est juste pour vous illustrer différentes façons de rentrer dans ce défi, et les termes vont être importants.
Alors je rappelle juste que la tour de Babel, qui va nous intéresser ici, puisque la géoingénierie fait partie de ce discours, ça s'est mal terminé. Alors, par rapport à la géoingénierie, évidemment, on va en avoir certains qui vont applaudir, d'autres qui vont être catastrophés, en disant par exemple, ceux qui sont pour la justice disent la géoingénierie est poussée par des milliardaires américains, donc pour leur intérêt, donc ça va créer encore plus d'injustice. La nostalgie, ceux qui sont nostalgiques d'un paradis perdu vont dire peut-être qu'avec la géoingénierie, on va pouvoir restaurer, revenir. Donc les discours ont leur importance. Et tout ça pour dire que la fabrique langagière des scientifiques, pour reprendre les termes d'historiens du temps présent, et nous sommes très créatifs en tant que scientifiques, c'est notre métier, c'est notre liberté, notre privilège de créer des termes, des notions, peut aussi créer les conditions qui vont pousser des acteurs à promouvoir la géoingénierie. Par exemple, en revenant à la notion de point de bascule climatique, dont, comme je vous disais, l'existence n'est pas établie, et sert à mobiliser un usage urgent de la géoingénierie, elle est mobilisée pour ne pas dépasser certaines limites, qui là aussi ne sont pas des notions scientifiques, ces limites. On pourra en reparler. Donc, je parlais de je crois que nous avons une représentante de ce Center for Climate Repair, qui est à l'université de Cambridge, qui propose par exemple de techniques pour réépaissir la banquise, de faire de la géoingénierie polaire. Voilà. Donc, alors, ces récits, qui sont certes faciles à communiquer, parfois entraînants, parfois très mobilisants, masquent aussi la complexité du monde. Ainsi, agiter des dates limites au-delà desquelles tout serait fichu, entre guillemets, crée un récit anxiogène pour certains, en particulier la jeunesse. Et une autre partie de mon temps et de mon engagement, ça se fait auprès de l'éducation des jeunes, par l'Office pour l'éducation au climat. Et nous avons une responsabilité aussi dans ces récits anxiogènes. Ça peut être démobilisateur pour l'autre. Nous avons passé 6 des 9 limites planétaires. Bon, alors, c'est fichu, à quoi bon ? Ou encore appeler des réponses simplistes pour d'autres, dont la géoingénierie peut faire partie. Autre exemple, la notion de risque, dont on a beaucoup parlé, qui est largement documentée dans les rapports du GIEC, ça a été rappelé, est souvent dépolitisée par des acteurs. Le risque, c'est quoi ? C'est l'aléa que multiplie la vulnérabilité, que multiplie l'exposition. En langage GIEC, mais il y a d'autres façons de le présenter. Et donc, on dit, voilà, limiter le risque, c'est via l'atténuation, donc limiter nos émissions, ou l'adaptation pour limiter la vulnérabilité d'exposition. Ça, il y a un rapport entier du GIEC sur cette question, mais dans le GIEC, il n'y a pas comment on prend une décision. Et la décision dépend du niveau de risque acceptable. Les choix de société qui amènent à la vulnérabilité ou de l'exposition, ce sont des choix politiques. Et donc de focaliser le discours, les termes sur l'aléa et son changement risque de dépolitiser les enjeux, alors que dans cette équation, le niveau de risque acceptable, la vulnérabilité et l'exposition, ce sont des choix éminemment politiques. Certes, les scientifiques, les SHS sont là autour de la table pour aider à évaluer, mais ça part d'abord d'un récit du monde, de comment on se projette, de ce qui est important. Alors, bon, ces exemples sur le choix des mots, il y en a d'autres, par exemple, peuvent entraîner des stratégies discursives de banalisation de la géoingénierie. Donc là, je reprends une slide de Marine de Guglielmo Weber, qui devait intervenir aujourd'hui, et avec ces différents, de mettre dans ces diagrammes, de mettre le terme géoingénierie apparaît, et puis ça devient, puisque des scientifiques l'utilisent, pourquoi pas. Il y a d'autres exemples, par exemple le fait d'appeler le défi climatique réchauffement, puis ensuite changement, puis ensuite dérèglement climatique. Les mots ne sont pas neutres, ils portent des récits, ils portent des visions. Et donc ça souligne l'enjeu éthique pour les chercheurs qui s'expriment publiquement, de réfléchir à leur expression, d'avoir conscience des valeurs qui portent cet engagement, parce que nécessairement valeur il y a, et de ne pas induire en erreur leur auditoire en proposant un récit éloigné de la connaissance, de l'intégrité scientifique, mais qui aurait plus d'impact. La tentation, quand on vous tend un micro, elle est clairement là. Donc ça, c'est le message qui est au cœur d'un autre avis du COMETS, du comité éthique du CNRS, qui porte sur l'engagement public des chercheurs, qu'on a publié il y a 2 ans maintenant. Alors, deuxièmement,
l'influence d'acteurs privés sur la recherche publique pose des questions éthiques, qui ont déjà été évoquées. Alors, je souhaite revenir sur ce point important, parce qu'il se pose ici, en particulier avec acuité. Le recours à la géo-ingénierie ou aux modifications du rayonnement solaire sont en effet poussés par des acteurs privés prêts à financer des recherches, parfois avec des moyens importants, que ce soit par des financements directs ou d'autres modes d'influence, comme le soutien à des chaires. C'est par exemple le cas du Harvard Solar Engineering Research Program, financé par de nombreuses entreprises et de riches donateurs. C'est aussi la question qui a été posée au CNRS, puisque la fondation Albedo, proposée à l'intérieur de la fondation du CNRS, soutenue par un riche industriel suisse, a proposé de financer des recherches nouvelles en géo-ingénierie polaire. D'où les questions éthiques qui divisent les scientifiques. Faut-il succomber aux sirènes de grandes entreprises ou de philanthropes, aux motivations parfois peu transparentes? Faut-il accepter au motif que tout argent est bon à prendre? Si ces questions importent particulièrement s'agissant de la recherche scientifique, c'est parce qu'elles mettent en jeu la potentielle influence d'acteurs privés sur la recherche publique. Le choix de ces thématiques, ces résultats, et ce sont évidemment voilà, ce sont elles, par exemple, qui expliquent la mise en cause du présent colloque, il y a quelques jours, dans le quotidien Le Monde, vous avez peut-être vu cette tribune. Et bon, voici ma perspective sur cette question du financement privé en quelques mots, puisque ce n'est pas complètement l'objet de ce colloque. Alors, tout d'abord, ça commence là, il y a de nombreuses manières, être aveuglément pour ou contre des financements privés, par principe, pour moi, relève de la même vision simpliste, complètement pour ou complètement contre. Et d'ailleurs, l'hyperfocalisation sur l'entreprise Total m'interroge. Je peux comprendre, mais en tant que scientifique, elle devrait interroger. Il y a de nombreuses manières éthiques d'être en relation avec des acteurs privés, mais aussi des ONG, des partis politiques ou d'autres porteurs d'enjeux hors de la communauté scientifique. C'est quelque chose qu'on fait de façon couramment. Ensuite, établir des liens avec l'industrie permet aussi aux chercheurs d'aborder des thèmes de recherche inédits, qui peuvent simuler la recherche, leur créativité et répondre à la demande sociétale. Très nombreux exemples aussi. Ensuite, la question de l'acceptabilité du partenariat peut, dans certains cas, dépendre moins de l'identité du partenaire ou l'entité privée que de l'objet du partenariat et de la manière dont il est organisé. Gouvernance, collégiale, compte à rendre, transparence, etc. Alors, il y a bien évidemment aussi des risques. Tout d'abord, celui de la diversion par des recherches-leurres, une stratégie qui a été mise en œuvre avec succès, par exemple, par l'industrie du tabac, qui est documentée dans ce livre que vous connaissez certainement tous, Les marchands de doute, par Naomi Oreskes et Erin Conway. Le risque existe bel et bien avec cette chaire ici au Collège de France, même s'il paraît hâtif de pointer du doigt Total sans davantage d'éléments de preuve. Ensuite, le risque existe aussi de contribuer à acheter du temps et de l'attention sur des sujets qui correspondent aux intérêts particuliers de certains acteurs. Ensuite, un tel financement privé peut porter atteinte aux valeurs de la recherche, que sont l'impartialité, la mise en compétition, l'indépendance de l'évaluation, la transparence des résultats, etc. Enfin, le risque de manque de transparence sur les conventions liant acteurs privés et recherche, un processus qui peut parfois échapper au contrôle des instances collégiales de la recherche. C'est pourquoi un certain nombre de fondations, par exemple la fondation de l'École normale supérieure, travaillent en ce moment même sur ce que pourraient être les critères d'acceptabilité de telles recherches. Protégés par de telles chartes, les chercheurs bénéficieront ainsi de l'avantage d'éviter de devoir naviguer à vue entre autocensure, retrait, refus poli ou boycott. Le financement privé de la recherche publique n'est pas l'objet de ce colloque, ni sans doute l'objet de cette chaire, donc je n'irai pas plus loin. Mais quand on est chercheur, on ne peut pas ignorer ces interrogations qui relèvent bien de l'éthique de la recherche. Enfin, dernier point, troisième point, faut-il faire de la recherche en géo-ingénierie? Alors, sur ce point, il y a plusieurs façons de poser le débat éthique. Il a déjà été posé, pas spécifiquement pour les chercheurs, mais de façon plus générale. On l'a bien vu dans la présentation précédente. Il y a un premier débat qui est, d'un côté, le devoir d'explorer toutes les solutions, je mets des guillemets, par rapport au risque de légitimer une voie risquée. D'ailleurs, pour revenir sur les termes, le terme de solution
qui souvent, moi, personnellement, j'utilise plus en ce qui concerne le changement climatique. De parler de solutions donne l'impression qu'il y a des solutions et qu'il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre. Or, nous sommes dans un problème, ce qu'on appelle les wicked problems en anglais, où il n'y a pas deux solutions. Ça demande de se mettre autour d'une table et de discuter à quelle vision du monde on a. Donc le mot même de solution peut prêter à confusion. Deuxième, bien sûr, notre façon de le dire, c'est d'encourager l'inaction des décideurs, c'est toujours cet aléa moral, par rapport à l'impératif pour les chercheurs d'aller investiguer des leviers d'action, même à risque. Et puis, troisième, ça a été mentionné aussi, le risque de laisser le champ libre à des acteurs aux intérêts particuliers ou des acteurs étatiques hostiles qui seraient, eux, voilà, de les laisser produire seuls des connaissances sur ce sujet, avec le risque que ne soient publiés que des résultats favorables au déploiement de la géoingénierie. C'était un vrai débat aussi. Alors, ce sont essentiellement ces questions que pose le prochain avis du COMETS. Faut-il, et si oui, selon quelle modalité, faire de la recherche dans ce domaine considéré comme dangereux, mais présenté comme crucial par ses promoteurs? La question se posant aussi bien dans d'autres champs, comme en biologie par exemple, celui du forçage des virus ou des gains de fonction. Là aussi, le choix des termes n'est pas neutre. Si une décision est prise de faire de la recherche, comme c'est déjà le cas ici ou là, on l'a vu, de faire appel, alors par exemple, malgré des moratoires, hein, à la fois il y a des moratoires, vous avez peut-être vu celui-là, on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi, voilà, est-ce que, donc il y a un suivi éthique quand la recherche se fait, des clauses de revoyure pour éventuellement stopper des recherches. Ici, il y a aussi une pente glissante, cette fois-ci de financement, de défense de positions acquises par des entrepreneurs de sciences, on peut les appeler comme ça, pour conserver influence et prestige au sein de la communauté scientifique. Certaines de ces chaires apportent énormément de financement, ou certains collègues aux États-Unis, on en a parlé tout à l'heure, ont aussi des financements extrêmement importants. Dans quelle mesure cette pente glissante n'est pas aussi du côté de la recherche? Donc l'avis s'interroge aussi sur le point de savoir si c'est aux chercheurs en sciences du climat de décider seuls d'engager ou non des recherches, ça a été mentionné à l'instant. Sans doute pas, car si ces questions de gouvernance, de dynamique de l'innovation, d'acceptabilité sont en jeu, comme cela a été largement dit aujourd'hui, alors il est sans doute essentiel que les chercheurs en SHS rejoignent la discussion. Il faut même sans doute aller plus loin, car on parle en réalité d'un choix de société, d'où sans doute la nécessité d'un vaste débat public, comme c'est le cas sur les lois de bioéthique, par exemple, concernant la recherche sur l'embryon humain. Donc je vous invite à lire l'avis du COMETS qui sera publié d'ici quelques semaines. Alors, pour conclure, je pense que je suis dans les temps, voilà, ça laissera un peu de temps aux questions. Donc, des questions éthiques majeures se posent autour à la société, qui doit se donner les moyens d'y réfléchir sans laisser ni les sachants officiels, que sont les scientifiques et les ingénieurs, ni des intérêts privés décider à leur place. Et ça, je rejoins vraiment les intervenants précédents sur ces questions. Cela aussi suppose d'élargir les enjeux, d'avoir cette vision systémique dont on a parlé, qui est absolument essentielle. Cette focalisation sur la température moyenne de la Terre, moi, me pose, en tant que chercheur qui a contribué à des rapports du GIEC, me pose de plus en plus de questions éthiques. Cette température moyenne de la Terre, sur laquelle se focalise en particulier le SRM, peut être un indicateur pertinent pour fixer des objectifs politiques et mobiliser vers la transition, mais les impacts locaux sur les sociétés, sur les écosystèmes, sont bien plus complexes. Et ça a été mentionné par Éric Lambin dans sa présentation. Donc peut-être qu'il est temps d'oublier cette température moyenne de la Terre et de revenir à la vraie vie. Je vais dire ça comme ça. Et la vraie vie est déterminée par les citoyens, pas par les scientifiques. Pour les chercheurs, cela demande une réflexion sur les récits portés par leur parole publique, sur les termes employés, en évitant d'un côté naïveté, de l'autre instrumentalisation, en particulier par des financements privés, et en clarifiant les valeurs qui les portent à s'exprimer ou à promouvoir ou à ne pas promouvoir de la recherche en géoingénierie. À cet égard, la réflexion éthique permet de poser les bonnes questions, celles des valeurs, du monde, comme nous voulons, des récits collectifs à construire, en évitant les visions étroites, simplistes ou scientistes.
L'Europe, et on l'a vu avec ces rapports présentés, est peut-être notre dernier rempart contre un certain obscurantisme ou de la force brute qu'on voit apparaître, est invité à se positionner par son groupe d'experts, on l'a entendu par Éric Lambin, et par des recommandations. Je vous invite vraiment à aller lire ces rapports qui résument vraiment bien les enjeux et leur donnent, je pense, la bonne tonalité, le bon lieu, la bonne dimension. La connaissance, j'aime bien la présenter comme l'ensemble des réponses apportées à des questions bien posées. Devenir chercheur, c'est apprendre à se poser les bonnes questions. Ça fait vraiment partie de notre formation de chercheur. Et je suis désormais convaincu que sur le défi climatique et environnemental, se poser les bonnes questions suppose de travailler totalement interdisciplinaire. Et là, je rejoins complètement ce qui a été dit par Samantha Besson, en particulier avec les sciences humaines et sociales, mais aussi avec les citoyens. Et pour conclure, moi je dirais, ne laissez surtout pas les scientifiques de la nature, de la physique, de la chimie réfléchir entre eux au monde dans lequel nous, citoyens, nous voulons vivre. Merci beaucoup de votre attention.